Je passe maintenant au focus thématique dédié cette semaine au 90e anniversaire de l'Armée de l'air et de l'espace. Créée en 1934, l'Armée de l'air et de l'espace compte parmi ses rangs plus de 40 000 aviateurs d'actifs, près de 6 000 réservistes et 5 400 civils de la défense. Ces aviateurs remplissent les 3 missions permanentes de l'armée de l'air et de l'espace visant à assurer la défense du territoire et des citoyens. La première d'entre elles, c'est protéger. L'armée de l'air et de l'espace protège les airs à travers la posture permanente de sûreté aérienne. Elle protège également l'espace via sa mission de surveillance spatiale. Enfin, elle protège le sol en participant notamment à la protection des sites sensibles. La deuxième mission permanente, c'est dissuader, avec la composante aéroportée de la dissuasion nucléaire qui contribue à la préservation des intérêts vitaux de la France. Enfin, la troisième mission majeure, intervenir, qui repose sur sa capacité de projection rapide, à la fois pour porter assistance aux populations ou bien pour intervenir sur des théâtres d'opération. Pour rendre hommage à ces 90 ans d'engagement depuis aujourd'hui et jusqu'à demain, l'Armée de l'air et de l'espace organise une série d'événements à Versailles, lieu éminemment symbolique, puisque la petite écurie du château de Versailles a accueilli la première école de l'air en 1935. Et je ne vous en dis pas plus, je laisse la parole au colonel Mallard et au lieutenant Colline qui vous présenteront plus en détail ce 90e anniversaire. C'est à vous. Merci Madame la Directrice, bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cet anniversaire, cette commémoration. Alors l'anniversaire, c'est une belle occasion de se réunir, un moment de partage, de convivialité, un moment de pause où on s'arrête également, où on regarde l'histoire de notre institution, jeune, mais pourtant si riche. Une institution qui doit beaucoup à ses anciens, à ses pionniers, si ce n'est tout. Les aviateurs qui continuent d'être au rendez-vous des opérations, aux côtés de leurs frères d'armes, terriens, marins, comme ce point presse vous le fait partager chaque semaine. Je suis le colonel Mallard, porte-parole de l'armée de l'air et de l'espace. Je suis accompagné de ce jour de la jeune mais non moins talentueuse lieutenant-colonel Villain du Centre d'études stratégiques aérospatiales qui va nous parler d'histoire. Bonjour à tous, je suis le sous-lieutenant Villain du Centre d'études stratégiques aérospatiales et je vais brièvement vous parler de l'histoire de l'armée de l'air qui se distingue par son esprit d'innovation, son audace, l'audace des aviateurs et le fait que ce soit une armée féminisée. Tel sera le fil rouge de cette présentation qui se fera à travers la narration de 4 anecdotes qui suivront la chronologie de l'histoire de l'armée de l'air. La première se déroule à la veille de la Grande Guerre, en 1913, à l'ère des pionniers, où l'aviation est considérée comme un sport. Et l'un d'eux, Adolphe Pégoud, qui est par ailleurs le premier aviateur à obtenir le titre d'as durant la Grande Guerre. Ce dernier, en 1913, décide de tester la fiabilité du parachute qui a été mis au point par l'inventeur Frédéric Bonnet. Et il va se passer un fait totalement inattendu, puisque lorsqu'il va sauter en parachute, son avion va réaliser un looping, et donc c'est un Blériot 11, et donc lui va décider, un mois plus tard, de réaliser le premier vol la tête à l'envers, ainsi que le premier looping de l'histoire de l'aviation, ce qui lui vaut une notoriété certaine, mais aussi ça montre que l'avion est capable de beaucoup de choses. Et il va également être le précurseur de la voltige et de tout cet imaginaire qu'on va retrouver ainsi dans les duels aériens, notamment lors de la Grande Guerre. La seconde anecdote concerne l'aviatrice Maryse Bastier, que vous voyez ici, qui a réalisé de nombreux records, dont notamment la traversée de l'Atlantique Sud en 1936, dont je vais vous parler un peu plus ici. Cette dernière vole à bord d'un caudron qu'elle va nommer en hommage à Jean Mermoz, qui est décédé quelques mois auparavant. Et cette traversée ne va pas se faire sans difficulté, puisqu'elle ne dispose que d'une boussole et d'une carte pour effectuer le trajet. Et elle doit affronter une météo particulièrement capricieuse, mais malgré tout,
Elle parvient à destination après 12 heures et 5 minutes de vol et pulvérise ainsi le record du monde. La troisième anecdote est relative à la prise d'indépendance de l'aéronautique militaire et à son affirmation suite à la création de l'armée de l'air que nous célébrons aujourd'hui, soit avec la loi du 2 juillet 1934 qui a été adoptée par le Parlement. Il s'agit du poignard, qui est une arme de parade symbolisant le commandement qui est porté par les officiers, les sous-officiers, et qui fait partie de l'identité de l'aviateur qui est très importante à l'époque dans les années 20 et 30. Au départ, la commission chargée de confectionner cette arme va présenter un sabre au ministre de l'Air, qui est à l'époque le général Denain, et ce dernier va stopper le projet et plutôt choisir le poignard d'inspiration polonaise, car celui-ci a été chef de mission en Pologne. Ainsi, le poignard est officiellement adopté par la circulaire du 20 juillet 1934. Le dernier récit a été relaté par le célèbre écrivain et aussi aviateur Romain Gary. Rappelons qu'il a d'ailleurs été parrain de la dernière promotion des élèves de l'école de l'air, 2022 donc. Ce dernier a intégré les forces aériennes françaises libres et est rapidement affecté au groupe de bombardement Lorraine en sa qualité de navigateur bombardier et va vivre ce qu'il appelle une sortie un peu plus mouvementée que d'habitude en 1944. En effet, il se trouve à bord d'un bombardier qui va être touché par la DCA allemande et le pilote, Arnaud Langer, va être blessé aux yeux, le rendant aveugle. De plus, il se trouve dans une cabine qui est inaccessible pour tous les autres membres d'équipage, puisqu'elle est composée de plaques de blindage. Et Romain Gary, malgré qu'il soit blessé à l'abdomen, va réussir à guider le pilote et à ramener l'appareil sur le terrain. Et d'ailleurs, Romain Gary déclarera plus tard: ce fut la première fois dans l'histoire de la Royal Air Force qu'un pilote aux 3/4 aveugle parvint à ramener son appareil. Comme vous le voyez, ces anecdotes témoignent de trajectoires diversifiées et inédites d'aviateurs qui ont constamment repoussé leurs limites. Ces récits ne sont pas seulement des fragments de l'histoire, ils sont le reflet d'une institution qui a su innover et faire preuve d'audace. Je vous remercie de votre écoute. Mon colonel, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, lieutenant, pour ces anecdotes précieuses qui nous permettent de prendre la mesure de la richesse de l'armée de l'air, qui n'est devenue d'ailleurs armée de l'air et de l'espace qu'en 2020, décision qui a fait suite à l'adoption de la stratégie spatiale de défense par la France. Pour revenir plus particulièrement sur ce 90e anniversaire, le général Stéphane Mille, chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, a confié à une petite équipe le soin d'organiser différentes manifestations autour des thèmes de l'audace, de l'innovation et de notre patrimoine. Cela s'est traduit très concrètement à travers les différentes bases aériennes qui, je rappelle, constituent l'outil de combat de l'armée de l'air. Madame la directrice, vous avez parlé des 40 800 aviateurs, dont 24% de femmes, sur 24 emprises en hexagone, 14 plateformes aéronautiques majeures, 5 bases aériennes en outre-mer et 2 bases aériennes projetées. Alors tous ces moments, c'est finalement un moment de cohésion et de partage et de rencontre auprès des Français, plus particulièrement de la jeunesse qui constitue notre avenir. Ça s'est traduit par des courses sportives, des raids, des défis, le plus souvent en soutien à des associations qui prennent en charge nos blessés et les aviateurs en difficulté. Je pense plus particulièrement à la FOSA, à la Fondation des œuvres sociales de l'air, ou aux ailes brisées qui nous accompagnent depuis des années. Alors, point d'orgue des célébrations se tiendra effectivement aujourd'hui et demain un ensemble de manifestations dans Versailles. Alors, pourquoi Versailles? Effectivement, c'est un retour sur les terres de la naissance de l'armée de l'air, dans les pas des anciens. On a en 1922 l'école du génie de Versailles qui se voit confier la formation des officiers du personnel navigant de l'aéronautique, une implantation qui aboutira finalement à la signature du décret le 2 juillet 1934 de création de l'armée de l'air. Et au sein de la petite écurie de Versailles s'installe l'école de l'air, donc qui rejoindra Salon de Provence qu'en 1937. Alors le programme de ces journées, un peu point d'orgue national, s'articule autour de 3 thèmes. Un thème en fait patrimoine et héritage. Là, on aura ce soir dans la petite écurie, au sein même
dans l'endroit où est née l'armée de l'air, une cérémonie de présentation au drapeau des sous-officiers militaires du rang et un baptême de promotion de l'école de l'air. La cérémonie sera présidée par Monsieur le ministre des Armées et la scénographie également, qui est remarquable, sera réalisée par Bruno Seillet. Je vous invite à la suivre en direct sur les réseaux sociaux de l'armée de l'air. Ensuite, dans un deuxième temps, on a choisi en fait d'effectuer des séminaires de réflexion et de prospective. Là, c'est au Palais des Congrès de Versailles, qui est ouvert au public aujourd'hui. Il va y avoir un forum de l'armée de l'air et de l'espace qui va contenir expositions, conférences, rencontres avec tous les ambassadeurs, pas trop de France, mais tous les aviateurs de manière générale, les astronautes qui nous font aussi le plaisir d'être ici, sur une thématique autour de l'aviateur de demain. Enfin, le lien entre l'armée de l'air et sa nation, la communion avec les Français, plus particulièrement la jeunesse, se fait sur 2 jours au travers d'expositions sur l'esplanade de Paris, donc avenue de Paris à Versailles, avec un village armée de l'air et de l'espace expérience où vous pouvez découvrir Alpha Jet de la Patrouille de France, de nombreux simulateurs pour découvrir finalement de manière assez ludique ce qu'est l'armée de l'air et l'espace, pour faire naître une passion. Je rappelle que nous avons 4000 postes à pourvoir dans plus de 50 métiers différents. Il y en a forcément un pour vous et je pense plus particulièrement aux jeunes qui sont dans le fond de la salle aujourd'hui. Vendredi soir, on terminera ces 2 jours de célébration avec les grandes eaux nocturnes au château de Versailles qui comprendront des démonstrations aériennes, un spectacle de drones pyrotechniques et les grandes eaux. Ça sera également retransmis en direct sur les réseaux sociaux. Saint-Exupéry disait dans Pilote de guerre « Je n'existe qu'autant que m'abreuvent les fontaines de mes racines ». C'est aujourd'hui, fier de notre histoire, de nos anciens et confiant dans l'avenir, qu'on se projette avec l'armée de l'air d'aujourd'hui. L'objectif, vous l'avez rappelé, Madame la Directrice, c'est 2 missions structurantes, permanentes, la posture permanente de sûreté, la police du ciel, la dissuasion nucléaire, qui est, je le rappelle, une mission assurée sans interruption par les forces aériennes stratégiques depuis le 8 octobre 1964, mais nous aurons l'occasion plus tard d'y revenir. Des capacités d'intervention au service des intérêts français partout dans le monde, avec réactivité, allonge stratégique, et le lancement aujourd'hui même de la mission Pégase, qui s'envolera vers l'Alaska pour l'exercice Arctic Defender, qui verra la participation de nombreux avions de combat de dernière génération, la préparation pour la haute intensité. Alors pour revenir aux 90 ans, effectivement un anniversaire, c'est aussi un moment où nous partageons nos valeurs. Celles de l'aviateur sont le respect, l'intégrité, le sens du service et l'excellence.